Français malgré les slides en anglais. Donc, Pardon, on n'entend pas très bien ici. d'accord, donc je vais crier un peu plus, pas de problème. Au fond, ah non, c'est toujours pas bon, j'imagine. Donc, c'est mieux là comme ça ou pas? Non, mais c'est le micro, il n'y a pas de micro. C'est juste pour la caméra en fait. Est-ce que vous m'entendez mieux ou pas au fond? C'est bon ou pas maintenant? Si je parle comme ça, c'est bon? Ok, cool, merci. Donc du coup, je disais, le talk est en français, pardon, donc même si les slides sont en anglais, donc soyez pas surpris, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer. L'idée de ce talk, c'est que c'est d'abord un retour sur l'expérience de cette dernière année. Donc on va parler un petit peu. Donc le titre est un peu compliqué, mais la vérité, c'est que c'est particulièrement un talk sur les state machines et une comparaison entre MVI et une autre approche. Avant toute chose, je vais parler de l'entreprise pour laquelle je travaille, parce qu'elle a payé le billet d'avion, et que j'ai pas envie de me faire virer en rentrant. Donc du coup, je travaille pour une société qui s'appelle Delphia, qui est située à Toronto, au Canada. Ce qu'on fait, c'est principalement demander aux gens... En gros, on a un problème principal qui est de dire, OK, aujourd'hui, énormément de compagnies, Facebook, Google et autres, utilisent les données des gens, font de l'argent avec, mais les gens, au final, ils n'ont pas d'argent lié à ça, alors qu'ils contribuent particulièrement aux bénéfices de ces compagnies-là. Et on trouve que c'est un peu dommage. Donc l'idée, c'est de changer cet état d'esprit-là en rétribuant les gens quand ils nous donnent l'accès à leur data, en respectant leur vie privée, évidemment. On recrute. Et première slide, faite. Alors, on va pouvoir passer au vrai sujet maintenant. Alors, voici... Oula, ça saute 2 slides à la fois? C'est pas fouichon, ça. Ok. Donc c'est un site extrêmement compliqué. Donc ça, c'est à peu près ce que j'ai vu lorsque je suis arrivé dans la compagnie que j'étais avant, qui s'appelle Shopify. On m'a dit, voilà, donc aujourd'hui, on doit travailler sur l'authentification. Pour moi, c'est un sujet qui était assez simple. Généralement, ça prend environ 2-3 jours à implémenter quand on démarre une nouvelle appli. Et je me suis dit, écoute, c'est facile. Pourquoi il y a besoin d'avoir une équipe complète à cause de ça? Et puis, on m'a montré ce diagramme qui représente les différentes étapes d'authentification chez Shopify. Et je me suis dit, oh mon Dieu, c'est extrêmement compliqué. Et j'ai pas très envie de travailler là-dessus ou de maintenir ça si les choses doivent changer. Donc j'ai commencé à réfléchir, bien que ce diagramme soit extrêmement utile, j'ai commencé à réfléchir, en disant, OK, comment est-ce que je peux éviter d'avoir ça et de maintenir une documentation si de nouvelles personnes rejoignent l'équipe ou si le programme ou les différentes étapes doivent changer, évoluer dans le futur. Comment je peux faire ça? Donc j'ai commencé à réfléchir à plusieurs approches. OK. Cool. Et j'ai commencé à définir un ensemble de problèmes que je voulais résoudre. Le premier problème, c'est que je voulais avant tout que ce soit très facile à tester, y compris la UI, parce qu'on a très souvent des bugs en prod qui arrivent, et c'est très compliqué pour reproduire ces bugs-là. Et je voulais un outil qui me permette de reproduire ces bugs extrêmement facilement. Deuxième chose, c'est ça, reproduire les bugs pour les fixer. La troisième chose, c'est que je voulais du coup que ce soit extrêmement facile à updater. L'idée, c'est que, surtout quand j'ai commencé, l'authentification était très instable, il y avait plein d'étapes qui allaient changer, rajouter, et du coup, je voulais quelque chose de très simple à modifier dans le temps de manière très rapide. Je ne voulais pas passer mon temps à refactorer le code que j'avais écrit 2 semaines plus tôt et à tout retester. Je voulais quelque chose qui soit assez efficace à écrire et me rajouter quelques lignes pour rajouter de nouvelles étapes. Donc ça, c'était un point extrêmement important. Dernier point important, c'était, et c'est un problème principal qu'on ajoute dans les apps Android, qui a été réglé en partie par la nouvelle Navigation Library de Google, c'est d'avoir une image globale de ce qui se passe dans l'app pour que les nouveaux arrivants qui rejoignent l'équipe soient très facilement intégrés et puissent comprendre très facilement d'un seul coup d'œil ce qui se passe. Ok, voilà. Donc voilà, donc on va voir un petit exercice où je vais vous présenter un petit peu le travail sur un workflow assez simple qui est une page d'identification.
Donc imaginons ce use case-là, on a un écran qui est vide, quand on tape, ça commence à... ça active le bouton, puis après ça valide les credentials, username password, pardon, et ensuite on affiche un écran qui dit super, on est connecté, et on peut avoir des messages d'erreur potentiellement. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça facilement? En quelques lignes. Donc j'ai considéré deux approches ici essentiellement pour résoudre les principaux problèmes que j'avais. Le premier c'était MVI. Pour la bonne et simple raison, c'est que ça fonctionne avec des états et qu'on peut très facilement reproduire des écrans à rendre en fournissant un état. Est-ce qu'il y a des gens qui savent ici ce que c'est qu'MVI? Ok, est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'MVI? C'est mieux? Ok, cool, donc on va en parler rapidement. Donc l'idée principalement, c'est que c'est ce qu'on appelle un data flow unidirectionnel. Donc ça suit toujours en fait la même direction. Peu importe ce qui se passe dans l'app, on suivra toujours les mêmes choses, toujours les mêmes étapes. C'est ce qui permet d'aider à reproduire les soucis qu'on peut avoir. Donc comment ça fonctionne? C'est très pénible. Hop, ok. Donc on a 4 composants ici principalement. On a une vue, ce qui correspond à un fragment, une vue, une activité. On a un view controller. Sur Android, ce serait un view model, par exemple, ou dans le cadre d'un MVP, un présenteur. Et on a des actions qui correspondent à ce qu'un utilisateur peut faire sur son écran. Et enfin, on a un truc un peu compliqué qui s'appelle un reducer. Et l'idée, c'est de dire, voilà, on prend une action, on prend l'état actuel de l'app, on fait quelque chose, et on a un nouvel état qu'on va pouvoir du coup rendre derrière. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un reducer, c'est une simple fonction en fait qui est pure et qui prend deux choses et qui rend une troisième chose qui est un état. Qu'est-ce que c'est qu'une pure fonction? C'est en fait très simple. C'est une fonction qui prend des arguments et qui n'utilise que ces arguments pour fournir le résultat. Donc ici on a la première qui est pure, qui est une simple addition et qui retourne A plus B. Je peux lancer ça 10 millions de fois, ça retournera toujours A plus B, peu importe ce qui se passe. À droite on a la même chose, donc on retourne A plus B, la différence c'est qu'on log le résultat dans la console. Et ça c'est non pur, pourquoi? Parce qu'en fait on produit ce qu'on appelle un effet de bord, c'est-à-dire que ce qui va se passer c'est que si jamais on n'a plus de mémoire, si la console n'est pas disponible pour diverses raisons, ici on peut lancer ça 10 millions de fois, il peut y avoir un bug au milieu, qui ne soit pas lié à ce calcul-là. Et donc du coup, c'est ce qu'on appelle une fonction non prédictible, alors qu'une fonction pure est complètement prédictible. C'est la différence principale. Et c'est un atout majeur parce que notre reducer, ici justement, ce qu'il va faire, c'est qu'on va pouvoir le tester. Et donc toute la logique de notre code, elle va être là-dedans, et on va pouvoir la tester extrêmement facilement. Ok, donc reprenons un petit peu ce qui se passe ici, dans notre cadre. Donc je commence à taper quelque chose. Donc on a un event Android qui est généré. Notre ViewController transforme ça en action, qui est on valide les champs. On envoie cette action-là dans notre reducer. Le reducer fait quelque chose, du coup on a un nouvel état qui est généré. Ok, allez, s'il te plaît. On envoie ce nouvel état à notre ViewController qui va lui renvoyer ça à la vue. Et on va rendre le nouvel état qui est boum, ça y est, maintenant on active le bouton. On clique sur le bouton sign in. Et il se passe la même chose, on génère une action qui est je me log, on envoie ça au reducer qui prévoit un nouvel état et qui dit hop, maintenant on affiche le loading. Je ne sais pas si on a quelque chose ici, on a cliqué, on a loadé, mais on n'a absolument logué personne. Donc où se situe la logique? Parce qu'on doit faire un appel réseau, et un appel réseau, c'est ce qu'on appelle un effet de bord. Donc, comment est-ce qu'on fait pour introduire ça? Parce que même si c'est mal, dans le sens où ça rend les choses moins prédictibles, c'est quand même extrêmement utile pour faire une app, sinon ça sert un peu à rien. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Eh bien, MV introduit ce qu'on appelle des effets de bord, dont la différence par rapport à un reducer est assez minime. Au lieu de produire un nouvel état, elle va produire une nouvelle action ou rien du tout. Donc une fois qu'on a cliqué sur Sign In,
On a eu un nouvel état qui a été je load, et ensuite on va déléguer encore, pas déléguer, mais comment dire, forward, déléguer l'action à l'effet de bord, qui va lui faire des choses, en l'occurrence, qui va authentifier la personne ici, et retourner une nouvelle action qui est, c'est bon, je me suis logué de manière successful, voilà. Je me suis logué correctement, ça a fonctionné, et du coup on va reproduire un nouvel état, qui est la page d'authentification. Et si l'effet de bord avait produit une erreur, on a retourné une nouvelle erreur, qui justement aurait généré un nouvel état, qui est ici, les usernames ou passwords sont invalides, ou alors un problème réseau, ou autre chose. Donc l'idée principalement, c'est de dire on a toute notre logique qui est d'un côté, qui ne contient pas d'Android, qui est de dire voilà, il y a une action qui se passe, je transforme cette action en quelque chose de nouveau que je peux rendre, et je rends uniquement l'essai. Donc la vue est complètement décorée de tout le reste, et reçoit uniquement finalement des états à rendre, donc des vues updatées, des choses comme ça. Et je ne sais pas si vous avez bien vu, mais globalement ici, ça suit toujours la même chose. Donc ça va de vue contrôleur, action, reducer, side effect s'il y en a un, et sinon on revient vue contrôleur et on repasse à la vue. Même si on fait des choses très simples, comme par exemple changer un edit texte, ou faire un petit truc genre cliquer sur un bouton, on ne changera jamais immédiatement la vue directement dans le code de l'activité. On passera toujours par toute cette mécanique, mécanique-là pour faire la moindre petite chose. Donc si on repart là-dessus, est-ce que c'est clair jusque-là? Cool. Donc ça, c'est un premier état. Je me suis dit, ok, c'est chouette, c'est pas mal, mais un des inconvénients majeurs que j'ai là-dedans, que j'ai trouvé, pardon, c'est de dire, qu'est-ce qui se passe si je clique 17 fois sur le bouton sign in là-haut? J'envoie 17 fois la fonction loguez-moi. Et du coup, comment gérer ça correctement? MVI, du coup, il faut prendre en compte le fait qu'on a quelque chose qui est déjà en train de fonctionner, donc il faut ignorer ça. Ou alors on peut, côté UX, désactiver le bouton pour être sûr qu'on ne reclique pas dessus une deuxième fois. Mais en tout cas, il faut réfléchir à une solution pour éviter ce problème-là. Et du coup, j'aime pas quand il faut trop réfléchir. Je préfère quand les choses fonctionnent facilement et toutes seules. Et je me suis dit, ok, comment je peux éviter ce genre de choses et comment je peux trouver une meilleure approche à ça. Du coup, j'ai essayé ce qu'on appelle une state machine, des machines à état. C'est un petit peu comme MVI, parce que globalement, MVI a un énorme état qu'on change via des actions. Une machine à état, la différence, c'est que d'avoir un réduceur, on a plein de states différents, plein d'états différents, et chaque état ici contient son propre code. Donc on envoie une action à un état, et il va définir c'est quoi l'état d'après, en incluant les effets de bord et tout ce qu'il faut. Donc si on regarde ici ce qui se passe, on continue. Donc même workflow, on tape quelque chose, on valide les actions, hop, on active le bouton, ensuite je clique sur le bouton, et on envoie un nouvel état qui est de dire ok, je suis en loading state, et je rends mon truc, et où est-ce qu'est ma logique ici? En fait, elle est dans l'état lui-même. Donc ce qui se passe, c'est que quand je clique sur sign in, je vais avoir mon état loading state qui va lui-même lancer le login et ensuite renvoyer vers un nouvel état après qui est dire successful ou erreur. Donc la grosse différence entre MVI et une machine à état, c'est qu'une machine à état contient toute la logique du code dans un état, là où MVI sépare ça en différents endroits, donc un réduceur pour la partie logique sans effet de bord, et des effets de bord pour les appels réseau, les appels en base de données, etc. C'est la différence majeure entre les deux. Donc comment on implémenterait ça dans une machine à état? Et vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. C'est très simple, on a un état par défaut, et ensuite on check l'action, et quand il y a une action, on fait quelque chose, et on envoie vers le nouvel état. Donc ici, si l'action c'est check field, si c'est pas vide, j'estime qu'on est bon et du coup je vais valider. Lors de la validation, on check l'action, on dit ok, si c'est check field, je reste. Si je cherche à loguer quelqu'un, j'envoie vers le nouvel état qui est loading state. Loading state, ce qu'il fait, c'est que il va
contenir le code lui-même, et il va dire, ok, très bien, du coup, je lance de manière asynchrone mon service de sign-in. Alors ici, ça utilise des coroutines. La première ligne n'est pas bonne, en fait. Maintenant, il faudrait faire autre chose, c'est pas async await, mais c'est, je me souviens plus. Alors, j'ai oublié le nom, c'est pas grave, mais en gros, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais ça fonctionne quand même. Donc du coup, ici, on lance notre authentification, et ensuite, une fois que c'est terminé, on envoie vers nous l'état qui est « je suis authentifié ». Juste pour vous rendre compte de ce que ça représente, c'est que ces petits états, ils sont petits, et ils sont isolés chacun entre eux, et ils sont assez faciles à comprendre et à tester. Un inconvénient majeur, par contre, c'est que un état, ici, il n'y a aucun moyen en fait, de connaître la navigation globale. C'est chaque état connaît en fait l'état d'après. Donc pour savoir ce qui se passe, il faut aller dans chacun des états qu'on a codés et vérifier que tout est bien lié entre eux et qu'il n'y a pas de problème. Donc si on veut rajouter un nouvel état au milieu ou supprimer quelque chose, il faut repasser à travers tout ce qu'on a fait pour être sûr qu'on n'a pas oublié l'étape entre les deux, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Donc quand on a quelque chose aussi compliqué que ça, eh ben, on a des dizaines et des dizaines d'états à rechecker à chaque fois qu'on fait une modification, ce qui devient extrêmement compliqué à suivre et à maintenir. Donc si on résume un petit peu ce qu'on vient de voir, on a deux approches aujourd'hui, MVI ou Redux pour ceux qui connaissent le web. Donc l'avantage de ça, c'est que c'est très facile de trouver des bugs. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il suffit simplement de voir l'état qui a produit le bug et de reproduire ça. Très facile à maintenir parce qu'on a l'ensemble d'actions et des très petites fonctions qui sont les réduceurs. Et dès qu'on a quelque chose qu'on veut changer, ben on va juste chercher cette fonction-là et changer quelque chose. Très facile d'ajouter des actions, parce qu'en général, les actions sont globalement une espèce de seal class, pour ceux qui connaissent Kotlin ou un enum, ou des classes très simples avec des classes de données qui sont extrêmement simples. Donc si on en rajoute une, bon, on en rajoute une, et on la gère dans notre réduceur, donc c'est très facile d'ajouter des choses. Ah, décidément. Donc on peut avoir une idée globale de toutes les actions possibles dans l'application. C'est quelque chose de positif, c'est que dès qu'on arrive, on a un fichier avec toutes les actions disponibles. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas quand ces actions sont exécutées. C'est-à-dire ça, c'est un souci, c'est que dans MVI, par exemple, on peut lancer n'importe quelle action, n'importe quand. Donc si par exemple, je suis déjà dans mon écran qui dit « je suis authentifié », rien n'empêche un développeur de lancer une action qui est submit login, par exemple. Donc du coup, il faut traiter ça correctement dans le réducteur pour dire « ah bah là, je ne peux pas gérer cette action-là ». Et donc du coup, c'est un peu un souci, parce que du coup, il n'y a rien qui garantit le fait qu'on ne tombe pas dans un état un peu bizarre. La business logic, elle est donnée dans des fonctions qui sont pures, donc extrêmement simple à tester, ça c'est plutôt génial, parce que du coup, il n'y a pas besoin de moquer les API, il n'y a besoin de rien faire du tout. Les effets de bord sont isolés, donc si on veut reproduire des choses, c'est très facile. Les inconvénients, par contre, c'est qu'on se retrouve avec ça, avec un espèce de store global, et donc du coup, on doit tout le temps gérer, on doit avoir plein de booléens pour dire si je suis dans cet état-là, alors je rends ça, mais sinon je fais ci, mais si je ne suis pas dans aucun des deux cas, du coup je fais ça. Et du coup, ça devient très vite un ensemble de if-else ou un gros switch case dans le code qui rend la vue, qui finit par être un peu illisible à la fin. Ce que j'ai dit tout à l'heure, les actions peuvent être dispatchées depuis n'importe où, même si ça n'a pas de sens de le faire. Et puis, bien qu'on ait une image globale de toutes les actions possibles, on ne sait pas exactement comment ces actions sont utilisées, donc on n'a pas la vraie navigation et tout le flow des actions qui se passent. Ok. Pour les machines à état, comment ça fonctionne? On a à peu près la même chose, parce qu'on a dans tous les cas, on a un espèce de store qu'on a, sauf que ici c'est un store par état, enfin un état quoi. Donc on peut très facilement avoir un état et essayer de le rendre directement. Facile à maintenir dans le sens où si on veut rajouter si on veut corriger ou fixer un bug dans un state, comme c'est très petit, c'est très simple, c'est une espèce de microservice. Un avantage, c'est qu'ici les actions, elles sont portées par l'état lui-même. Ce qui veut dire que globalement, contrairement à MVI, si je suis authentifié, il n'y a aucun moyen de dispatcher une action submit login. Parce que cette action, elle n'existe pas dans l'état.
Donc je peux même pas dans mon code appeler l'action, c'est pas possible. Et donc du coup, de ce point de vue-là, on est safe, parce qu'on peut pas faire quelque chose qui n'a pas de sens. C'est strictement impossible par design. Et un dernier avantage, c'est que le view controller reçoit directement un état, donc il n'y a pas besoin d'avoir plein de if partout pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire, parce que l'état lui-même le dit. Le fait qu'on est en loading state, pas besoin d'avoir de booléen qui dit je dois loader quelque chose. Alors que dans MVI, vu que j'ai un état global de toute l'application, qui va décrire là à quel endroit je suis, je vais devoir checker si je suis en train de loader. Alors dans ce cas-là, il faut que j'affiche mon truc. Est-ce que c'est clair ou pas? Je vois plein de bof. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ok. Le souci, c'est que si on doit rajouter un nouvel état, ça devient extrêmement pénible. La raison principale étant, je dois repasser derrière toute ma machine à état pour être sûr que tout est toujours cohérent. Ou alors reposer sur mes tests, mais c'est pas toujours, ça fonctionne pas toujours très bien. La logique et les effets de bord sont tous dans le même état. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on doit commencer à moquer des bases de données, on doit commencer à moquer des appels réseau, ce qui n'est pas toujours agréable. Et enfin, un état est responsable d'aller dans l'état d'après. Donc il y a toujours pareil, aucun moyen de pouvoir avoir une vision globale, parce que pour comprendre ce qui se passe, il faut aller voir dans chaque état, pour voir c'est quoi l'état d'après, cliquer pour aller voir l'état où est-ce qu'on est, et passer par 10 000 classes pour suivre globalement ce qui se passe dans l'app, ce qui est assez désagréable quand on est nouveau dans un projet et qu'on a besoin de comprendre vite pour être productif. Donc ça, c'est un point négatif que les deux approches ont, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun moyen d'avoir cette image globale de ce qui se passe dans l'app pour onboarder les gens facilement et comprendre ce qui se passe dans l'application. Donc je me suis dit, ok, deux approches sont sympas, elles permettent de faire des choses cool, mais au final, je me rends compte que lorsqu'on décrit quelqu'un à une application, on dit toujours, ok, alors, dans cet écran-là, quand tu cliques sur ce bouton, du coup, tu vas dans cet écran-là, donc tu load, et puis quand c'est en train de loader, si c'est en succès, tu vas vers l'écran de profile, puis s'il y a une erreur, tu affiches l'erreur. Quand tu es dans l'écran de profile, si tu cliques sur logout, tu retournes sur l'écran de login, et s'il y a une erreur, tu peux afficher un try again dans une snack bar. Quand on décrit nos apps, on fait toujours ça. Je me suis dit, ok, alors pourquoi est-ce qu'on décrit comme ça à l'oral? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le décrire de la même manière en code? Parce qu'au final, c'est extrêmement facile. Pourquoi est-ce que je peux pas me dire, quand quelqu'un lit mon code, il le lit de cette manière-là? Quand je clique là-dessus, je vais là, indépendamment de la logique derrière, parce que finalement, c'est pas important tout de suite. Mais moi, pour comprendre ce que l'app fait, j'aimerais pouvoir avoir dans le code quelque chose qui me dit, ok, qui me documente ce qui se passe globalement. Et donc, du coup, j'essaie de travailler sur ce sujet-là pour me dire, ok, comment je peux réussir à faire ça? Donc là, j'utilise un petit peu... Est-ce qu'il y a des gens qui savent un petit peu, qui connaissent Kotlin? Qui utilisent Kotlin dans leurs apps? Ok, cool. Donc là, on va utiliser des fonctions de Kotlin qui nous aident à écrire un DSL, globalement. Donc pourquoi DSL? Parce que ça s'appelle Descriptive Syntax Language. Donc l'idée, c'est de dire qu'on a une syntaxe qui décrit ce qui se passe. Et donc du coup, on va essayer de créer ça ensemble aujourd'hui pour dire voilà, comment on va décrire notre navigation, nos différentes étapes dans notre petite app de login, dans notre petit module de login. Donc ce qu'on veut au final, c'est quelque chose comme ça qui dit ok, quand je suis en train de loader et que mon action c'est succès, je vais vers profile, et si mon action c'est failure, je vais vers erreur. Au final, c'est exactement ce que je veux. Je me fiche de comment, pour l'instant, on log les gens vraiment. Je veux juste comprendre ce qui se passe dans l'app. Comment on va faire ça? On va utiliser ce qu'on appelle des fonctions de premier ordre. Ça, c'est la première chose. Donc une fonction de premier ordre, c'est quoi? C'est globalement une fonction qui prend une fonction. Fonction d'ordre supérieur, pardon. Donc c'est une fonction qui prend une fonction et qui peut retourner soit un objet, soit une autre fonction. Donc ici, en gros, ce qu'on a là-haut, c'est qu'on a une fonction forState qui prend un état et qui derrière a une transition, qui est notre fameuse lambda à droite là, et qui dit, quand je fais telle action, je vais à tel endroit, ce qui est ma transition vers mon nouvel endroit. Donc ça, c'est la première fonction, et la première feature de Kotlin qu'on va utiliser qui va nous aider à faire ça.
La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle des extensions de fonctions. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une extension de fonction? C'est, on prend un objet et on peut, avec une notation spéciale point quelque chose, on peut étendre un objet, le comportement d'un objet. Par exemple, ici sur string.easymail, on pourra tout à fait appeler, je crois que c'est juste après derrière. Voilà, on va pouvoir appeler .easymail sur une string, comme si easymail était une fonction directement implémentée dans string. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu ça? Levez la main. Ok, est-ce que ça vous parle? Cool. Voilà, l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'on peut rajouter des comportements et les utiliser comme s'ils faisaient partie de l'implémentation de base. Donc en combinant les deux, on va créer ici une classe qui s'appelle un transition builder pour builder la transition, et qui va avoir une fonction qui s'appelle goTo vers le prochain state. Et cette fonction goTo, elle crée une transition. Et on va voir enfin une autre fonction qui s'appelle forState, la première, qui prend aussi un état et qui va lui avoir une extension sur transition builder, ce qui permet d'appeler le goTo en final directement dans la lambda. Je ne sais pas si vous voyez le goTo en haut à gauche. When action et success, goTo profile. En fait, ce goTo, c'est une fonction qui est disponible parce que goTo est une extension sur le transition builder qui est passée ici en entrée de la lambda. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Cool. Si vous voulez, il y a un talk de Jake Wharton de 45 minutes sur ce sujet-là, qui peut vous aider à comprendre mieux, mais l'idée de base est là. Donc une fois qu'on a ça, on peut créer notre DSL qui permet de décrire exactement ce qu'on a là-haut. Pour tel état, je fais ceci, je fais cela. Donc on va essayer de coder un petit peu ce genre de choses, pour voir ce que ça rend sur cet exemple-là en particulier. J'ai combien de temps? Ouh la vache. Ok. Est-ce que c'est lisible pour vous ou pas? Même ceux qui sont au fond? Ok, cool. Donc la première chose à faire, c'est décrire nos différents états qu'on va avoir. Donc on a un objet login state, qui est un état de login, et qui prend en entrée un mot de passe et un email, et qui définit des actions, l'action étant je soumets ou je peux valider mon email. On a un autre état qui est je valide, qui en gros a deux actions, soit c'est un succès, soit c'est une erreur. On a un état l'erreur, qui a aussi les mêmes actions, donc soumettre ou valider l'email. Pour la bonne et simple raison, c'est que lorsque je suis en erreur, je vais pouvoir continuer à soumettre et à revalider mon formulaire. Et j'ai un état qui est authentifié, qui permet de se déloguer quand on est dessus. Et donc cet état délogué, il prend en entrée un user profile, et il a des actions, pardon. Point action. Alors pourquoi on a besoin de faire ça? La raison est très simple, c'est que ce DSL, en fait, il est validé par le compilateur, ce qui veut dire que si le DSL fonctionne, si ça compile, ça veut dire que ça marche. C'est garanti par le langage. Donc pour ça, on a besoin de définir un petit peu tous les types qu'on va utiliser dans ce DSL. Une fois qu'on a ça, on va écrire notre DSL ici. Donc comment ça fonctionne? Ça fonctionne, je décris un flow qui s'appelle login flow. Et ici, je vais définir tout ce que je dois faire finalement. Je vais dire que je commence par mon state qui est login. Alors, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Login state. Ah, je rezoome à chaque fois, c'est pénible. Attendez, hop. Yes. C'est assez grand là? Voilà, et login state, il a. Donc vous voyez là, ça ne compile pas parce qu'il me dit ah attention, il doit avoir un paramètre qui est l'entrée ou de ce start with. Enfin du state qui est login state. Login il prend un credentials, donc on doit avoir des credentials par défaut. Donc en gros, on va dire que c'est vide à chaque fois. Ça va me permettre de dire que quand au final ma vue reçoit ce login state, je vais pouvoir lire les credentials qu'il y a dedans et les rendre sur l'écran. Donc typiquement dire mon email textview.setText égale credentials.email.
Voilà, et ensuite je vais dire pour mon state login state. Donc ici j'ai mon input qui est un credentials, oups, et mes actions. Et je peux dire quand mes actions quand je soumets, je vais... Là, vous voyez, comme en fait c'est typé, et qu'on a défini tous les types avant dans notre DSL, ici, je peux faire CTRL espace, et en fait, auto-compléter directement le code par dedans. Donc, c'est extrêmement facile, en fait. Et je peux dire ici que je vais vers loading state. En espérant qu'il s'appelle loading state. Non, il s'appelle validate login state. Voilà, j'ai d'autres actions disponibles ici. Donc, je peux très bien rajouter toutes les choses ici. Ici, il ne compile pas. Pourquoi? Parce qu'il me dit en gros qu'on doit aller vers une transition et que validate login state, il prend aussi un credentials en entrée. Donc j'ai besoin de lui passer ce credentials. Donc j'ai un texte qui s'appelle using ici et qui permet de passer le credentials. Et ici, on va dire que je reste, parce que quand je valide mon email, je veux continuer à taper jusqu'à ce que je soumette. Donc je reste sur le même état. Et je reste sur le même état. Et ce que je lui dis, c'est qu'au final, je vais pouvoir écrire ici une fonction qui va me dire, qui va valider l'email, typiquement. Et retourner ça en entrée dans le login state, pour pouvoir, s'il y a une erreur, typiquement l'afficher correctement. Donc, ici, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas défini la bonne entrée. Mais c'est pas grave. Et je peux continuer comme ça très facilement pour validate. Oui. Hop. Quand je suis en succès et quand je suis en erreur. Etc. etc. Ici, je peux le dire directement. Je vais vers Authenticated State, using, et le profil que je vais avoir. Donc ici, mon succès, c'est qu'il a un profil. Et du coup, je peux utiliser mon profil. Donc du coup, comment maintenant je fais réellement le code qui me permet d'authentifier quelqu'un? Donc comment je rajoute un effet de bord dans ce cadre-là? Eh ben, je rajoute ici une transition. Et je dis quand la transition, eh ben, elle va de login state vers validate login state, eh ben, je typiquement fais ce que je dois faire. Donc je prends mon repository qui est là, ici. Donc ici j'ai un login repository. Et je dis login repository .login avec les credentials. Et donc du coup ici, comment je récupère mes credentials? Je sais que mon action, c'est une action qui vient de login state, parce que c'est ça qui a amené. Pardon. Ouais. Et du coup, je peux dire mon action.credentials. Et donc là, au final, j'ai fait mon effet de bord. Et je peux dire qu'à la fin, une fois que ça s'est terminé, du coup, je redirige vers... donc je peux appeler... Imaginons que c'est un succès. Je peux dire après derrière... Et mon action qui est ici, validate login state, action.success. Avec mon profil. Ah non. Pardon. Et voilà. Et donc du coup, en faisant ça, au final, j'ai écrit très facilement mon code d'authentification. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que je dis? Je dis que quand j'ai fini d'authentifier, je récupère mon profil. Et ensuite, du coup, je dispatche mon profil au login state.
Et quand je fais ici en success, bah, du coup, je vais aller vers Authenticated State. Donc, je vais automatiquement aller vers l'état authentifié avec le profil qui est fourni par le success ici. Si j'avais eu une erreur, j'aurais pu dire un try catch ici. Bon, faites jamais ça. Mais j'aurais pu faire un truc de ce genre-là. Et je sais pas ce que prend erreur. L'erreur, ça prend un email, ce qui n'a absolument aucun sens. Et du coup, en faisant ça, bah en fait, j'ai très simplement décrit ce qui se passe lorsque je clique dans Validate Login State. Donc, je peux très bien isoler ça, cette partie-là, dans une fonction séparée, et tester cette fonction, en fait, toute seule. Ce qui est, du coup, ma logique business, en fait. Et donc, du coup, je peux très facilement avoir un ensemble de fonctions qui soient simples, avec des entrées, des sorties que je peux tester facilement. Et du coup, ici, je comprends exactement ce qui se passe dans mon module de login, qui est ce que j'avais dit lorsque je suis en login, que je clique sur Submit, je vais là, etc., etc. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on utilise ça dans la UI. C'est assez simple. On a un ViewModel ici. Et notre ViewModel, il va observer ces états qui sont globalement là. Donc notre ViewModel, il est là. Et en gros, à chaque fois qu'on a un changement d'état, ici, on va dire, lorsque je suis en login state, je vais tout simplement login form. Set value. Et la value ici, ça attend un login form. Donc je vais faire ça. Et puis ici, quand je suis en login state, j'ai pas d'erreur. J'ai pas de loading. Mon email est valide pour le moment, parce que c'est par défaut. Et puis, il manque des choses ici, mais il manque typiquement point... Hop. Ah oui. Qu'est-ce que je vais me faire ici? En gros, j'ai dit que mes credentials, que j'avais décrit en tant qu'input de mon state, pardon, je dis ici que mes credentials qui étaient en tant qu'input de mon state, je les récupère. Donc je prends mon state, je dis voilà, donne-moi les data en input de mon state. Et ce sont des credentials. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas là, mais c'est pas très grave, on s'en fiche. Ah oui, non mais je suis bête, ok. Et du coup, je peux les rajouter ici. Comme ça, derrière, quand je vais rendre ma vue, donc ici, si je les rajoute là, ça va être très simple. Ok, on s'en fiche, c'est pas grave. Pourquoi il n'est pas content? C'est pas grave. Quand je reviens là, ici, je peux dire, voilà, j'ai mon form state, .credentials, c'est pas le bon, pardon. .email, et donc je peux dire, mon username, .text, égale ça. Set text. Zut. Je sais même plus comment on met un set text sur l'edit text, c'est très marrant ça. Bref. C'est pas grave. Et on a mon password. Password. Donc ici on peut très facilement rendre les choses comme on veut. Si j'avais une erreur, j'aurais pu dire username.error égale if mon form state .aserror context.getString blablabla else nul, par exemple.
Donc du coup, si on a quelque chose qui est extrêmement stupide, qui fait juste en fait du rendering d'état. Donc voilà un petit peu comment on utilise ça. Si je reviens derrière, là, tout n'est pas malheureusement parfait. Même si ça répondait à tous mes besoins, qui étaient, j'ai une vision globale très simple, je peux tester très facilement. Et pour onboarder les gens, c'est facile parce qu'ils n'ont plus qu'à lire ce fichier qui fait une centaine de lignes ou 200 lignes maximum pour décrire tout un module. Il y a quand même des choses qui vont pas. Le premier, c'est qu'on se rend compte qu'il y a plein d'actions qu'on répète dans différents états. On l'a vu ici avec erreur et l'état par défaut, où les deux états avaient les mêmes actions disponibles. Donc c'est pas grave, mais on peut faire mieux que ça. Et ensuite, comment je fais si j'ai besoin de gérer des états concurrents, typiquement dans une tablette, j'ai deux fragments l'un à côté de l'autre, chacun gère son propre état, comment je gère pour avoir ces choses-là. Donc c'est des trucs sur lesquels je travaille en ce moment, donc j'ai pas encore de réponse. Mais j'ai pas vraiment eu encore besoin d'avoir ce use case-là, donc pour l'instant notre app elle n'est pas compatible tablette, donc on s'en fiche un peu. Mais voilà l'idée sur les possibles améliorations qu'on peut avoir sur ce genre de choses. Des questions? Ah oui, il y a une librairie qui s'appelle Flow, pardon, qui fait exactement ça, qui est disponible sur mon GitHub, et du coup que vous pouvez récupérer sans problème. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai plusieurs questions. La première question, c'est est-ce que... je peux te tutoyer? Oui, bien sûr. Est-ce que tu utilises l'architecture un peu state machine seulement pour l'onboarding? C'est une bonne question. Parce qu'au final, en fait, une state machine, souvent, c'est un état de début et des états de fin. Donc, moi, c'est pour savoir comment tu l'utilises, si tu l'utilises seulement pour l'onboarding ou aussi pour toute l'app. Et si tu l'utilises pour toute l'app, comment tu gères les deep links? Comment je gère quoi? Ah, les deep links? Les deep links. Parce qu'au Ok. final, en fait, avec les deep links, je dis ça parce qu'en fait, j'ai eu le cas. Avec les deep links, on peut rentrer dans n'importe quel state au final. Ok, donc du coup je vais répéter tes questions pour le micro. Donc il y a deux questions. La première c'est est-ce que j'utilise ça que pour le onboarding ou pour l'ensemble de l'app? Et la deuxième question c'est comment gérer les deep links si on l'utilise pour toute l'app? Pour la première question qui est est-ce que j'utilise pour toute l'app ou pour ou uniquement pour le onboarding, ma réponse va répondre un petit peu aux deux questions. L'idée c'est que j'ai un flow par module. Donc j'utilise pour toute l'app, mais j'ai une state machine par module, en quelque sorte. Donc je vais avoir mon onboarding, qui va avoir son propre flow, mon login, qui va avoir son propre flow, et l'activité principale, qui va avoir son propre flow. On a un module de questionnaire dans notre app, où il y a le questionnaire à son propre flow également. Et donc du coup, ma principale state machine, elle va juste passer d'une machine à une autre. Et donc du coup, on appelle des activités au final, et chaque activité va démarrer son propre flow. Et donc comment on gère le deep link? Du coup, vu que le deep link se fait vers une activité, l'activité démarre son propre flow à ce moment-là, et ça fonctionne très bien. Du coup, tu as plusieurs activités. Du coup, j'ai plusieurs activités, oui. J'en ai plusieurs. La raison principale, c'était pas vraiment ça, surtout que j'avais besoin d'avoir des retours sur cette activité, et j'étais pas très fan de la solution actuelle avec la navigation librairie qui demande d'updater le viewModel. Ça ressemble pour moi plus à un hack qu'à une vraie solution. Donc du coup, j'ai choisi d'avoir plusieurs activités. Ce qui résout le problème des deep links en l'occurrence, ici. Voilà. Pour ceux qui se demandent, c'est aussi possible d'utiliser les navigation librairies avec ça. Ça perd un peu de son intérêt parce que du coup, on n'a plus besoin de décrire la navigation dans la librairie elle-même, parce que du coup, c'est le flow qui gère toute la navigation. Par contre, ça évite d'avoir à utiliser des fragments et de gérer les transactions manuellement. La librairie peut le faire pour nous. Donc, c'est pas concurrent dans le sens où la navigation librairie, elle fait uniquement de la UI et de la navigation. Ici, on a la navigation, mais également la logique qui est incluse dedans. D'autres questions? Oui.
Alors, c'est une très bonne question. Donc comment est-ce qu'ici on sauvegarde l'état de la machine, en fait, pour qu'il s'intègre correctement au cycle de vie de l'activité? C'est très simple, on le fait. La réponse, c'est on le fait pas. La raison est simple, c'est qu'au final, globalement, ce que fait Android, c'est qu'il gère, d'une part, le fait que le flow soit dans le vieux modèle en lui-même. Du coup, ça survit à la reconfiguration de l'activité, en fait, au changement de configuration. Donc on n'a pas besoin d'avoir on n'a pas ce problème-là. La rotation est gérée grâce au vieux modèle. Deuxième chose, c'est qu'est-ce qui se passe si l'activité elle est en sommeil depuis très longtemps et qu'on revient. Vu qu'on base la navigation sur l'état actuel, ce qui va se passer, c'est que la machine à état elle va redémarrer, en fait. Et donc du coup, on va être à un état, l'état par défaut. Et donc du coup, l'activité elle va dire, bah tiens, je dois aller là, donc du coup, je navigue à cet endroit-là. Et donc du coup, on repart sur là, on repart au départ. Donc, si effectivement le besoin business, c'est de dire non, je veux absolument que vous restiez là où vous étiez avant, ça ne fonctionne pas. Dans notre cas, nous actuellement, on s'est dit que si on part en pause, genre je mets l'application en background pour un appel téléphonique et je reviens et je rallume l'app, il y a 80% de chances pour que l'activité soit encore en mémoire et donc que ça fonctionne toujours à cet endroit-là. Le moment où Android kill l'activité complètement, c'est que ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisé, qu'on a utilisé beaucoup d'autres applications entre-temps. Et nous, on a estimé qu'au final, si on revient au début d'un flow, ben, c'est pas très grave parce qu'au final, c'est beaucoup plus cohérent. Parce qu'après 30 minutes, il n'y a pas de raison qu'on se souvienne exactement de là où on était à cet endroit-là. Et c'est pas gênant si on redémarre un ou deux écrans plus tôt. Autre question? Ok. Merci beaucoup.